Alors, on s'était arrêté à l'exercice 10 la dernière fois. On avait traité le cas du régime permanent. Alors, je vous rappelle que le régime permanent, c'est quand les condensateurs sont entièrement chargés. Alors, on avait ce circuit-là avec deux résistances et trois condensateurs. Et on avait cherché d'abord les intensités des courants dans les différentes branches du circuit. On a calculé la capacité du condensateur équivalent à cette association C1 en série avec C2 et C3 qui sont en parallèle. Et puis, on a déterminé la charge Q1, les charges Q2 et Q3, alors toujours à l'équilibre, en régime permanent, quand tous les condensateurs sont entièrement chargés. Voilà, c'était l'objet de cette première partie. Alors, deuxième partie, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va étudier le régime transitoire. Alors, on repart du début, c'est-à-dire à un instant qu'on va prendre comme origine des temps, eh bien, on va fermer l'interrupteur, d'accord? Je vous rappelle qu'il y a un interrupteur ici. Donc, on refait une sorte de remise à zéro, quoi. Les condensateurs, on les a déchargés et on redémarre à un instant qu'on va prendre comme origine et avec des condensateurs qui sont initialement déchargés. Alors, en appliquant les lois de Kirchhoff, montrer que l'équation différentielle qui régit la charge du condensateur équivalent s'écrit sous cette forme. Alors, je vous rappelle que le condensateur équivalent, on l'avait écrit en fonction de C. D'accord? Donc, c'est normal que ici on retrouve dans l'équation différentielle la valeur, la grandeur C. Alors ensuite, résoudre l'équation différentielle pour trouver la charge en fonction du temps. Écrire les relations qui lient les charges Q, Q1, Q2, Q3 et en déduire les expressions des charges. Une fois qu'on a trouvé la relation entre les charges, étant donné qu'on a trouvé la charge Q de T, ben, si on a trouvé une relation entre Q1 et Q, Q2 et Q et Q3 et Q, ben, on peut écrire les trois charges. Voilà. Alors, on passe à la solution. Ah. Bon, je reviens un petit peu en arrière. Ah, enfin. Alors, donc, en régime permanent, je vous rappelle juste les résultats qu'on a obtenus. Je vais pas tout refaire, vous l'avez dans la vidéo de la semaine dernière. Alors, quand les condensateurs sont entièrement chargés, donc on est en régime permanent, on revoit rapidement la première partie. Quand les condensateurs sont chargés, le courant dans la branche où se trouve chacun des condensateurs est égal à 0. D'accord? À partir du moment où ils sont complètement chargés, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelles charges qui arrivent. Et s'il n'y a pas de nouvelles charges qui arrivent, il n'y a pas de courant qui apporte ces charges. Donc, I3, I4, I5 sont nuls. Alors, si on regarde comment sont les autres courants, eh ben, j'ai I1, le courant I1 qui devait se partager en I2 et I3, d'accord? Le courant I3 qui devait se partager en I4 et I5. Donc, je sais que I3, I4, I5 sont nuls, et bien ça veut dire que I1 est égal à I2. Et donc, j'ai un circuit tout simple dans lequel va passer un courant électrique, et bien ça sera le générateur en série avec les deux résistances. Donc, on avait trouvé I1 égale I2 égale à E sur 2R. Alors, la capacité du condensateur équivalent,
Donc, j'ai appelé C2-3 le condensateur équivalent à C2 en parallèle avec C3. Et ensuite, eh ben, j'ai fait l'association série de C1 avec C2-3. Voilà. Donc, la capacité du condensateur équivalent nous donnait 3/4 de C. Alors, de toute façon, vous aurez le PDF, vous pouvez vérifier ces calculs. Alors, ensuite, on devait trouver la charge Q1 et la différence de potentiel aux bornes du condensateur C1. Alors, j'aurais dû refaire un dessin là. La charge Q1 du condensateur C1. Bon, je vais remonter ici. Voilà. Alors, quand on cherche la charge du condensateur C1, je vous rappelle que le condensateur équivalent, c'est quoi? C'est C1 en série avec C2-3. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on fait une association de condensateurs en série, eh bien, chacun des condensateurs a la même charge, et cette charge, c'est aussi la charge du condensateur équivalent. Donc, si on a trouvé la charge du condensateur équivalent, si on peut la trouver, eh bien, on peut en déduire la charge portée par C1 et la charge portée par C2-3. Alors, c'est ce qu'on va faire. Eh bien, pour avoir la charge de C1, on va d'abord chercher la charge du condensateur équivalent. Alors, le condensateur équivalent, on voyait bien qu'il était en parallèle avec R2. Donc, il suffit d'avoir la différence de potentiel aux bornes de R2. Ça nous donnait la différence de potentiel aux bornes de C équivalent. Et du coup, ça nous donnait la charge du C équivalent. Alors, on a donc VR2 qui est égal à R2I2. I2, on a trouvé que c'était égal à I1 et c'était égal à E sur 2R. Donc, ça me donnait VR2 égal à R, donc R2, multiplié par E sur 2R. Ça, c'est le courant. D'accord? Et ça me donnait E sur 2. D'où Q égale C équivalent multiplié par VC, puisque VC équivalent, c'est Q sur C équivalent, d'accord? C'est ça. Donc, si vous connaissez la différence de potentiel, vous pouvez en déduire la charge. Alors, on avait trouvé 3/8 de CE pour la charge du condensateur équivalent, mais comme C1, c'est l'un des condensateurs en série, donc j'ai C1 en série avec C2-3, eh bien la charge de C1, c'est aussi Q, donc Q1 égale Q, 3/8 de CE. Alors, on peut en déduire la différence de potentiel aux bornes de C1, puisqu'on connaît sa charge. Alors, on trouve 3/8 de E parce que C1 est égal à C. Et ensuite, on peut en déduire V2 et V3. Alors, vous voyez bien que C2 est en parallèle avec C3. Ça veut dire que V2 égale V3. Donc, je vais avoir la différence de potentiel aux bornes de la résistance R2, donc VR2, égale à V1 plus V2, ou bien VR2 égale V1 plus V3. Donc, V2 égale V3 égale à VR2 moins V1. Je connais VR2, d'accord? J'avais trouvé que c'était E sur 2. Je connais V1, je viens de le calculer. Donc, ça me donne V2 égale V3 égale 1/8 de E. Et ça nous donnait les valeurs des charges Q2 et Q3. Donc, une fois que les condensateurs sont entièrement chargés, eh bien, j'ai Q1 qui vaut 3/8 de CE, Q2 qui vaut 1/8 de CE, et Q3 qui vaut 1/4 de CE. Alors, ce qu'il faut vérifier, c'est que quand on a deux condensateurs en parallèle,
eh bien, leurs charges, les deux condensateurs sont sous la même différence de potentiel et la charge de leur condensateur équivalent, c'est-à-dire le condensateur que j'ai appelé C23, eh bien, sa charge, c'est la somme de Q2 et de Q3. D'accord? Donc, je répète, j'ai des condensateurs en série, ils ont tous la même charge. Donc ici, ce que j'ai en série, c'est C1 avec C23. Donc la charge de C1 doit être la même charge que le condensateur C23. C'est aussi la charge du condensateur équivalent. Alors, on vérifie ça. Quand on a deux condensateurs en parallèle, leur charge s'additionne. Donc, le condensateur C23, sa charge, ça doit être Q2 plus Q3. Alors, on vérifie. Si Q2 plus Q3, c'est bien égal à Q1 et bien égal à la charge du condensateur équivalent. Et bien, on fait la somme. 1 huitième plus 2 huitièmes, ça fait 3 huitièmes de CE. Et on avait trouvé que Q1, c'était 3 huitièmes de CE. Donc, tout va bien. Ça va? Voilà. Alors, maintenant qu'on s'est un petit peu remis en mémoire ce qu'il y a dans cet exercice, eh bien, on va pouvoir voir le régime transitoire, c'est-à-dire qu'on décharge les condensateurs, d'accord? On les court-circuite on relie leurs armatures pour pouvoir les décharger complètement. Et puis, on va redémarrer à 0. À l'instant t égale 0, on ferme l'interrupteur et on va regarder de quelle manière est-ce que les charges vont évoluer. La charge Q1, Q2 et Q3. Alors, pour simplifier le problème, eh bien, on va considérer le condensateur équivalent et non pas les trois condensateurs. D'accord? Donc, on a un circuit qui est simplifié. À la place des trois condensateurs, je mets leur condensateur équivalent et je vais étudier donc la charge du condensateur équivalent. Et puis ensuite, eh bien, on sait quelles sont les relations entre Q1, Q2, Q3. Eh bien, on pourra remonter à chacun des condensateurs pour trouver sa charge. C'est bon? Tout le monde est d'accord sur le principe. Alors, on va, pour trouver notre équation différentielle qui va nous donner la charge du condensateur équivalent, eh bien, on va appliquer les lois de Kirchhoff, puisqu'on a un circuit à plusieurs mailles. On applique les lois de Kirchhoff, et comme on a quatre inconnus, excusez-moi, quatre inconnus, on ne connaît aucun des courants, I1, I2, I3, et on ne connaît pas la charge. Justement, c'est notre principal inconnu puisqu'on cherche à écrire une équation différentielle qui nous donne la charge, c'est-à-dire une équation dans laquelle il y a à la fois la charge et la dérivée de la charge. C'est ça une équation différentielle. Donc, j'applique les lois de Kirchhoff. Donc, j'ai ici un nœud. J'écris que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Alors, qu'est-ce que j'ai comme courant entrant? Eh bien, j'ai I1 qui entre à ce nœud. Les courants sortants, c'est I2 et I3. Donc, j'ai I1 égale I2 plus I3. D'accord? Si je regarde l'autre nœud, eh bien, l'autre nœud, les courants qui entrent, c'est I1 et I3. Le courant qui sort, c'est I1. Donc, j'obtiens la même équation. I1 égale I2 plus I3. Comme je dois garder des équations indépendantes, je ne l'écris qu'une seule fois, cette équation. Alors, maintenant, je passe aux équations en mailles. Alors, je vais prendre les deux petites mailles. Hein. Alors, première maille, je pars de ce point. Je fais le tour de la maille et quand je reviens ici, je dois avoir variation du potentiel égale 0. D'accord? Donc, je vais dire première différence de potentiel. Donc, ça sera aux bornes de la résistance R1.
R1 est traversé par le courant I1 qui entre par cette extrémité et qui sort par celle-là. Donc, cette différence de potentiel, c'est R1 I1 plus R2 I2. Et cette différence de potentiel, ça va être la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus du générateur. Donc, c'est moins E. Alors, je répète, R1 I1 plus R2 I2 moins E égale 0. Donc, c'est ma deuxième équation. R1 I1 plus R2 I2 égale à E. Alors, deuxième maille, je vais écrire que la variation du potentiel le long de cette maille est égale à 0. Donc, première différence de potentiel, c'est entre ce point et celui-là, c'est-à-dire la différence de potentiel aux bornes du condensateur équivalent. C'est bon? Eh bien, comme il va se charger, ce condensateur, grâce au courant I3, ça veut dire que c'est cette armature qui portera les charges positives. Donc, cette différence de potentiel, eh bien, ça sera plus Q sur CE, équivalent. C'est bon? Alors, ensuite, j'ajoute cette différence de potentiel. Alors, c'est la différence de potentiel aux bornes de R2 qui est traversée par le courant I2. Alors, attention, il entre par cette extrémité, il sort par celle-là. Mais moi, je cherche la différence de potentiel entre ce point et celui-là. Donc, ce sera moins R2 I2. C'est bon? Donc, troisième équation, Q sur C équivalent, moins R2I2 égale 0. Ça va jusque-là? Alors ensuite, j'ai mes trois courants. J'ai aussi la charge qui est ma quatrième inconnue. Et ce que j'ai ici, c'est trois équations indépendantes. Il me manque une équation. Donc l'équation que je vais rajouter, c'est la relation qu'il y a entre la charge du condensateur et l'intensité du courant qui passe dans la branche où il y a le condensateur. D'accord? Donc je trouve une relation entre I3, c'est celui qui passe dans la branche où il y a C équivalent, et la charge de C équivalent. Eh bien, la relation, elle est toute simple, c'est que I3, c'est dQ sur dt. C'est le courant qui va apporter de la charge à ce condensateur équivalent et qui va lui permettre de se charger, d'augmenter sa charge. Voilà, donc mes quatre équations, c'est ma loi des nœuds, les deux lois aux mailles et la définition du courant I3. Alors, on va procéder comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va éliminer les inconnues les unes après les autres jusqu'à ce qu'on se retrouve avec une seule équation à une inconnue. Alors, notre objectif, je vous rappelle, c'est de trouver une équation différentielle en Q de T. Eh bien, ça veut dire que je dois éliminer I1, I2, I3 et ne garder que la charge. Bon, on commence, on procède par étapes. La première, il mène pourquoi moins R de I2? Alors, regardez bien, hein, je vais appeler ce point A, ce point-là A et ce point B. D'accord? Donc, je fais VA moins VB plus VB moins VA égale 0. C'est bon? VA moins VB, je suis passée de ce côté, hein, c'est la différence de potentiel au bord du condensateur, donc c'est Q sur C équivalent. Maintenant, VB moins VA, regardez bien par où entre le courant dans la résistance. La résistance R2, le courant entre par A et sort par B, donc VA moins VB est égal à R2I2, mais moi, je cherche VB moins VA. Donc, c'est moins R2I2. Vous êtes convaincu ou pas, Iman? D'accord. Alors, on élimine, on commence par éliminer de rien.
On commence par éliminer I1. La première étape est toute désignée puisque la loi des nœuds vous permet de remplacer I1 par I2 plus I3. Donc j'élimine l'inconnu I1. Donc je remplace dans ma deuxième équation. Alors je regarde les trois équations, les trois autres équations. Il n'y a que dans celle-ci que j'ai un terme en I1, d'accord? Donc je vais remplacer dans cette équation I1 par I2 plus I3. Alors j'obtiens R1 I2 plus R1 I3 plus R2 I2. Donc je regroupe les termes en I2. J'ai R1 plus R2 I2 plus R1 I3 égale à E. Alors, on en profite puisqu'on nous demande notre équation différentielle en fonction de R et de C. Donc, on va tout de suite remplacer R1, R2. Alors, R1, on nous dit que R1 et R2 sont égales et elles sont égales à R. Donc, je vais avoir ici 2R, I2, plus R, I3 égale à E. C'est bon? Alors, la troisième équation, eh bien, ne change pas. Je vais juste remplacer C équivalent par 3 quarts de C et je vais remplacer R2 par R. D'accord? Donc, ma troisième équation, elle devient 4 tiers de Q sur C moins R I2 égale 0. Et la dernière équation ne change pas. C'est bon? Donc, mes trois nouvelles équations sont celle-ci, celle-là, et enfin, celle-là. D'accord? Alors, j'ai donc, comme inconnu, j'ai I2, I3, Q, d'accord? Donc, je vais continuer à éliminer les inconnus. Alors, il me reste, j'ai dit I2, I3 et Q. Est-ce qu'on va éliminer I2 ou est-ce qu'on élimine I3? Alors, je vous laisse 2 secondes de réflexion. Est-ce qu'on a intérêt? D'accord. Alors, pourquoi? Pourquoi Maya? Pourquoi est-ce qu'il faut éliminer I2? Parce que c'est ce que j'ai fait et que c'est sur l'écran. Pourquoi c'est I2? Exactement. Exactement. C'est parce que I3 étant égal à dq sur dt, j'ai tout intérêt à laisser I3 en dernier dans mes équations. Donc, je vais plutôt éliminer I2. Alors, j'ai son coefficient dans cette équation, c'est 2R. Ici, c'est moins R. D'accord? Donc, je vais multiplier cette équation par 2 et j'additionne les deux équations. C'est bon? Alors, j'obtiens donc le 2R I2 s'en va avec le moins 2 R2. Je vais avoir RI3 plus, ici, il faut pas oublier que j'ai multiplié cette équation par 2. Donc, RI3 plus 8 tiers de Q sur C égale à E plus 0, donc E. Alors, RI3 plus 8 tiers de Q sur C égale à E. Et ma dernière équation que j'ai pas encore éliminée. Alors, ça va être le moment d'éliminer mon intensité I3 que je vais remplacer par dq sur dt. Alors, je vous rappelle que la dernière équation à laquelle j'étais arrivée, c'était RI3 plus 8 tiers de Q sur C égale à E. Et cette équation, I3 égale dq sur dt. Donc, il n'y a plus qu'à remplacer I3 par dq sur dt. Et j'obtiens l'équation différentielle qui est demandée dans l'énoncé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette question de l'équation différentielle? Est-ce que c'est bon?
Je considère que c'est bon. D'accord. Ok. Ok. Alors, résolution de l'équation différentielle. Alors, on procède comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on commence par la solution de l'équation sans second membre, ensuite la solution particulière, ensuite on additionne la solution de l'équation sans second membre et la solution particulière, et ça nous donne la solution générale. Alors, on y va. Solution de l'équation sans second membre, ça veut dire qu'on va remplacer, on va supprimer le second membre, le deuxième, le membre de droite de mon équation différentielle. À la place de ce second membre, je mets 0. D'accord? Alors, j'aurais écrit cette équation en faisant passer ce terme-là à droite. D'accord? Donc, j'ai R dQ sur dt égale à moins 8 tiers de Q sur C. Ensuite, je fais une séparation des variables, c'est-à-dire que j'isole d'un côté ce qui dépend de la charge et de l'autre côté ce qui dépend du temps, et toutes les constantes, je les fais passer du côté où j'ai mon expression en fonction du temps, d'accord? Ensuite, eh ben, j'intègre, puisque j'ai l'égalité entre cette différentielle, dq sur q, son intégrale, je sais que c'est log de q. De l'autre côté, j'ai moins 8 tiers de RC qui est une constante, multipliée par dt. Son intégrale, c'est cette constante, multipliée par t, d'accord? Et je dois ajouter une constante d'intégration parce que l'égalité de deux fonctions n'entraîne pas l'égalité de leurs intégrales. Ça entraîne l'égalité de leurs intégrales à une constante près, d'accord? Donc, je rajoute cette constante d'intégration. Et je passe aux exponentielles pour avoir une formulation plus simple. Alors, l'exponentielle de log de Q, eh bien, c'est Q. Et l'exponentielle de cette expression, ça sera l'exponentielle de moins 8 tiers de T sur RC, multiplié par l'exponentielle de A. D'accord? Parce que quand vous avez l'exponentielle de A plus B, ça donne exponentielle de A multiplié par l'exponentielle de B. Donc ici, eh bien, j'ai l'exponentielle de ce terme multiplié par l'exponentielle de A. Et comme A est une constante, eh bien, son exponentielle est également une constante que j'ai appelée B. Donc, j'ai Q égale B, qui est l'exponentielle de A, multiplié par exponentielle de moins 8 tiers de T sur RC, d'accord? Et je vais poser que 3 RC sur 8, c'est taux. Je vais appeler taux cette quantité 3 RC sur 8 qui a la dimension d'un temps, et c'est la constante de temps du circuit. C'est la définition de la constante de temps du circuit. Conclusion. La solution de l'équation sans second membre, c'est B exponentielle moins T sur taux. Alors attention, B est une constante à déterminer. Par contre, taux, eh bien, on a posé que c'était 3 RC sur 8, donc la constante de temps, on la connaît. Si on connaît les valeurs de la résistance, de chacune des résistances et de la capacité C, eh bien, on peut connaître la constante de temps du circuit. C'est bon? Alors, la solution particulière, eh bien, il faut remonter à mon équation différentielle. Je regarde le second membre de l'équation différentielle parce que
la solution particulière, elle a toujours la même forme que le second membre de l'équation différentielle. Ici, le second membre, c'est une constante, donc ma solution particulière est une constante. Et je vais dire que puisque c'est une solution, elle doit respecter, elle doit pouvoir s'appliquer à l'équation différentielle. D'accord? Donc, si je l'injecte dans mon équation différentielle, elle doit pouvoir être une solution de cette équation différentielle. Donc, je considère que QP est une solution et je vais l'injecter dans mon équation différentielle. Alors, j'ai donc R dQP sur dt plus 8 tiers de QP sur C égale à E. J'ai juste remplacé Q par QP, cette solution particulière. Alors, quand je regarde ce qu'est devenu mon équation différentielle, eh bien, je me rends compte que comme cette solution est constante, eh bien, la dérivée de QP par rapport au temps est forcément nulle puisque QP est une constante. Donc, ce terme-là va disparaître. Je vais avoir 8 tiers de QP sur C égale à E. Ça veut dire que QP est égal à E multiplié par 3C divisé par 8. D'accord? Donc, QP, c'est 3 huitièmes de CE. Alors, la solution générale maintenant, la solution générale, c'est la somme des deux solutions de l'équation sans second membre et solution particulière. Donc, j'additionne les deux résultats que j'ai mis en vert ici. Donc, je vais avoir B exponentielle de moins t sur taux plus 3 huitièmes de CE. Alors maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de déterminer ma constante B. Et pour déterminer cette constante, eh bien, j'ai besoin d'un instant particulier pour lequel je connais la charge. Alors, dans cet exercice, le seul instant particulier pour lequel je connais la charge, c'est t égale 0, puisqu'on vous dit en titre de cette partie, les trois condensateurs étant initialement déchargés, on ferme l'interrupteur à l'instant t égale 0. Eh bien, ça veut dire qu'à t égale 0, eh bien, la charge de chacun des condensateurs et donc la charge du condensateur équivalent est égale à 0. Donc, j'écris que à t égale 0, Q égale 0. J'applique ici. Je mets 0 égale B exponentielle de 0, c'est-à-dire B multiplié par 1, plus 3 huitièmes de CE. Donc 0 égale à B plus 3 huitièmes de CE. Eh bien, ça veut dire que B doit être égal à moins 3 huitièmes de CE. Et je remplace. Donc, je remplace B par moins 3 huitièmes de CE. Alors, on voit tout de suite que le 3 huitièmes de CE peut être mis en facteur. Et on aura 3 huitièmes de CE, facteur 2. Alors, ici, il apparaît une fois, donc 1. Et ici, comme B est égal à moins 3 huitièmes de CE, eh bien, ce sera moins exponentielle, moins T sur T. Voilà. Voilà l'expression en fonction du temps de la charge du condensateur équivalent. Alors, attention, il faut repréciser. Quand vous donnez un résultat, quand vous donnez l'expression de la charge avec une constante de temps, il faut repréciser quelle est l'expression de la constante de temps. D'accord? Voilà. Alors, on aurait pu laisser ça jusqu'à la fin sous cette forme, mais bon, c'était plus facile à manipuler en remplaçant tout de suite 3 RC sur 8 par taux, la constante de temps. Voilà. Est-ce que c'est bon jusque-là? D'accord. Alors, on cherche maintenant des relations entre Q, Q1, très bien, là. On cherche une relation entre Q, Q1, Q2 et Q3.
Alors, il faut se rappeler qu'on a qu'en régime permanent, une fois que que tous les condensateurs, très bien, une fois que tous les condensateurs sont entièrement chargés, on connaît, on connaît les relations. Hein. On sait que Q c'est égal à Q1, d'accord, et que Q2 plus Q3 égale à Q. Bon, faut garder ça à l'esprit. On va voir si on retrouve ça. Alors, on cherche donc la relation entre les charges. Alors, je vous rappelle que ce qu'on vient de trouver, c'est cette charge Q du condensateur équivalent, d'accord? Mais il faut pas oublier que ce condensateur équivalent, en réalité, c'est pas un condensateur qui existe matériellement, c'est juste le condensateur qui pourrait remplacer ce qu'on a associé. Et ce qu'on a associé, eh bien c'est C1 en série avec C2,3 qui est le condensateur équivalent à C2 en parallèle avec C3. D'accord? Alors, on a déjà vu ça en cours. Quand vous associez deux condensateurs en série, ils ont la même charge. Chacun a la même charge. Les deux condensateurs ont la même charge et ils ont la charge du condensateur équivalent. Donc, ça veut dire que Q1 égale à Q, d'accord? Et que la charge du condensateur C2,3, qui est le condensateur équivalent à C2 en parallèle avec C3, d'accord? La charge Q2 plus Q3, eh bien, elle sera aussi égale à la charge Q1 et elle sera aussi égale à la charge Q. Donc, les relations qu'on a, c'est que Q égale Q1 et Q égale Q2 plus Q3. Q2 plus Q3 étant la charge du condensateur C23 c'est celui qui pourrait remplacer les deux condensateurs C2 et C3 en parallèle. Puisque deux condensateurs en série ont même charge, mais deux condensateurs en parallèle ont des charges qui s'additionnent. C'est-à-dire que leur condensateur équivalent, il a pour charge la somme des deux charges des deux condensateurs. Voilà. Donc, on sait déjà qu'on a Q égale Q1 et Q égale Q2 plus Q3. Alors maintenant, ben, on va essayer d'établir une relation. Alors, Q1, c'est déjà tout trouvé. Il y a rien à calculer. Par contre, il faut qu'on calcule. Je sais que Q2 plus Q3, c'est Q, mais je ne sais pas quelle est la part que va prendre le condensateur C2 et la part que va prendre le condensateur C3. Je ne sais pas quelle est la proportion entre Q2 et Q3. Je sais juste que leur somme, ça donne Q. Alors, on regarde, on va juste écrire que comme c'est des condensateurs en parallèle, eh bien, ils sont sous la même différence de potentiel. Donc, ça veut dire que la différence de potentiel aux bornes de C2, qui est Q2 sur C2, est égale à la différence de potentiel aux bornes de C3, qui est Q3 sur C3. D'accord? Voilà. Là, j'ai juste écrit que C2 est en parallèle avec C3. Alors, ensuite, on fait quoi? Eh bien, on applique une propriété des fractions. Quand vous avez l'égalité entre deux fractions, eh bien, vous avez aussi l'égalité de ces deux fractions avec une fraction qui a pour numérateur la somme des numérateurs et pour dénominateur la somme des dénominateurs. C'est bon? Donc, Q2 sur C2 égale Q3 sur C3 égale à Q2 plus Q3 sur C2 plus C3, mais je sais que Q2 plus Q3, c'est Q. Donc, je remplace ici le numérateur par Q et je garde mon dénominateur C2 plus C3. C'est bon? Alors, les relations sont donc Q1 égale Q, ça, on
On le sait depuis le départ puisque C1 est en série avec C2,3 et que C1 a forcément la charge du condensateur équivalent. Alors, Q2, eh ben, j'applique Q2 sur C2 égale à Q sur C2 plus C3. Je fais passer C2 au numérateur et j'ai donc Q2 égale C2 sur C2 plus C3 multiplié par Q. Après, pour avoir Q3, ben, je regarde Q3 sur C3 égale à Q sur C2 plus C3. Je fais passer C3 au numérateur et j'ai Q3 égale C3 sur C2 plus C3 Q. On a déjà fait ce genre de calcul dans l'exercice 9. Hein. Voilà. Alors, on a Q2 et Q3 en fonction des valeurs des capacités. Et si on remplace les valeurs des capacités en fonction de C, alors je vous rappelle que C1 égale C2 égale C3 sur 2 égale à C. D'accord? Donc C2 c'est C, C3 c'est 2C, je remplace et j'obtiens Q1 égale à Q, Q2 égale 1 tiers de Q, et Q3 égale 2 tiers de Q. Alors, ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que Q2 plus Q3 est bien égal à Q? Bah oui. On a 1 tiers de Q et 2 tiers de Q, donc tout va bien, on ne s'est pas trompé. Les valeurs des charges sont bien celles-là. Alors, il y a autre chose à vérifier aussi, c'est que C3 a une capacité, le C3, la capacité C3 est 2 fois plus grande que la capacité C2. Comme les deux condensateurs sont sous la même différence de potentiel, d'accord, et que C3 a une capacité double de celle de C2, c'est assez logique que C3 contienne 2 fois plus de charge que le condensateur C2, d'accord. Pour la même différence de potentiel, celui qui va avoir le plus de charge, c'est celui qui a la plus grande capacité, puisque c'est celui qui a la plus grande aptitude à contenir de la charge. Voilà. Alors maintenant, la dernière question, c'est juste remplacer Q par son expression en fonction du temps. Alors on avait trouvé que Q c'était bon, je l'ai plus, elle est ici. Q, on a trouvé que c'était 3/8 de CE1 moins exponentielle moins T sur tout. D'accord? Eh bien, sachant que Q2, c'est 1 tiers de Q, ben, ça nous donne l'expression de Q2. Et sachant que Q3, c'est égal à 2 tiers de Q, eh ben, ça nous donne l'expression de Q3. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? C'est bon? On peut passer à l'exercice 11? D'accord. Merci. Alors, exercice 11, ben on va déjà regarder l'énoncé. Alors voilà. Le circuit électrique représenté sur la figure ci-contre est constitué d'un générateur G1, de force électromotrice E1 et de résistance interne E1. Donc, G1, c'est celui-ci. D'un générateur réversible G2, de force électromotrice E2 et de résistance interne R2. De résistance, de condensateurs entièrement déchargés et de 3 interrupteurs K1, K2 et K3. Alors, on vous donne les valeurs des résistances, des capacités, et c'est tout.
On vous donne pas les forces électromotrices. Alors voilà donc notre circuit. Les interrupteurs, eh bien vous avez un interrupteur K1 ici qui est en position fermée, un interrupteur K2 en position fermée et un interrupteur K3 en position ouverte. Alors ici, première question, on ferme K1 et K2 et on laisse K3 ouvert. Alors on va voir figure 3. Au bout d'un certain temps, le condensateur de capacité C1, donc celui-ci, est entièrement chargé et le courant I débité par le générateur G1 est alors égal à 0,5 ampères. C'est bon? Alors, je passe aux questions. Donnez les valeurs des courants I1, I2 indiqués sur la figure. Sachant que E1 égale 3 fois E2, déterminez les expressions de E1 et E2 en fonction du courant et des résistances grand R et petit r. Ensuite, il y a un calcul numérique, calculer les valeurs des forces électromotrices, la puissance fournie par le générateur G1 et la puissance utilisée par G2, la puissance totale dissipée par effet Joule. Ensuite, déterminer la charge Q1 du condensateur C1. Alors, deuxième partie, le condensateur C1 étant entièrement chargé, on ouvre K1 et K2 et on ferme K3. Calculer la capacité du condensateur équivalent au condensateur C2, C3 et C4. Représenter le schéma équivalent du circuit et calculer Q1' et Q2', les charges des condensateurs C1 et CE lorsque l'équilibre du système est de nouveau atteint. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il n'y aura pas de régime transitoire à étudier. À chaque fois, c'est en régime permanent. On attend que les condensateurs soient chargés pour étudier notre circuit. À aucun moment, on ne nous demande d'étudier un régime transitoire. Donc, même si le circuit vous semble un petit peu effrayant, les choses se passeront de manière très simple parce que à chaque fois, on étudiera le régime permanent, c'est-à-dire soit les condensateurs complètement déchargés, soit complètement chargés. C'est bon? Voilà. Alors, on passe à la solution. Alors, quand on a l'interrupteur Q3 qui est fermé, je vais peut-être revenir quand même au schéma initial. Alors, regardez bien ce qui se passe. J'ai K1 et K2 fermés et K3 ouvert. Quand l'interrupteur K3 est ouvert, eh bien, il ne se passe rien pour tous les éléments qui sont dans cette branche. C'est-à-dire que, qu'ils soient là ou pas, pour le reste du circuit, ça ne change absolument rien. Donc, c'est comme si, quand l'interrupteur K3 est ouvert, c'est comme si ces éléments n'existaient pas. D'accord? C'est pour ça que je les ai pas redessinés. Je considère que quand K3 est ouvert, eh bien, le circuit revient à ça. Je n'ai plus, la branche dans laquelle il y a C2, C3, C4 et R, eh bien, est inactive. Donc, c'est comme si elle n'existait pas. Ça va? Tout le monde est d'accord avec cette idée? Que si l'interrupteur K3 est ouvert, tous les éléments qui sont dans la branche où il y a cet interrupteur sont inactifs. Ils n'interviennent pas dans le circuit. C'est bon? Alors, on va appliquer donc la loi des nœuds. Ce qu'on cherche, c'est quels sont les courants. Alors, on vous a donné des noms de courants avec des sens des courants. On a mis I comme ça. I1, le courant qui passe dans cette branche, et I2, le courant qui passe dans celle-ci. D'accord?
Alors, la loi des nœuds, si j'ai des courants dans chacune des branches, eh bien, la loi des nœuds devrait me donner au nœud C, je vais avoir somme des courants entrants, c'est-à-dire I, égale somme des courants sortants, c'est-à-dire I1 plus I2. Donc, j'écris que la loi des nœuds me dit que, en principe, je devrais avoir I égale I1 plus I2. Si les courants I1 et I2 existent tous les deux. Sauf que, on vous précise qu'on a attendu un certain temps, au bout d'un certain temps, le condensateur C1 est entièrement chargé. C'est-à-dire qu'on est dans la situation où on a attendu assez longtemps pour que le condensateur C1 soit entièrement chargé et que s'il est entièrement chargé, il ne reçoit plus de nouvelles charges. Et s'il ne reçoit plus de nouvelles charges, c'est qu'il n'y a plus de courant dans la branche où il se trouve. Ça veut dire que I2, ce courant-là, il est forcément nul. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que I, au lieu de se partager en I1 et I2, eh bien, il va juste passer par cette branche et continuer son chemin. Donc, j'ai I1 égale à I, I2 égale 0. Alors, si on veut résumer nos résultats, on nous demande de trouver chacun des courants. Je vais reprendre mon énoncé. Alors, donner les valeurs des courants I1 et I2 indiquées sur la figure. Eh bien, j'ai I2 égale 0 parce que le condensateur C1 est entièrement chargé et I1 égale à I égale à 0,5 puisqu'on vous donne la valeur du courant qui est débité par le générateur G1. Est-ce que tout va bien pour le moment? C'est bon? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, ensuite, sachant que E1 est égal à 3 fois E2, déterminer les forces électromotrices E1 et E2. Alors, sachant qu'il y a un seul courant qui passe, donc il va passer, il va suivre le chemin A, B, C, D, F, G, H, A. Ça va? Eh bien, je vais écrire la loi des mailles le long de cette maille, d'accord, de ce contour, et j'écris que si je pars du point A et que je reviens au point A, j'ai une variation de potentiel qui est nulle, d'accord? Alors, VA moins VB, plus VB moins VC, plus VC moins VD, plus VD moins VF, plus VF moins VG, plus VG moins VH, plus VH moins VA égale 0. C'est bon? Alors, on continue. Ah, voilà. Alors, on y va. Je vais un petit peu. Alors, VA moins VB. C'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins de ce générateur. Donc, c'est plus E2. VB moins VC, c'est la différence de potentiel aux bornes de R2 qui est traversée par le courant I qui entre par B, qui sort par C. Donc, c'est plus R2I. C'est bon? Plus VC moins VD, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance 3R1 qui est traversée par le courant I1 qui est égal à I, qui entre par C et qui sort par D, donc c'est plus 3R1I. Alors, j'en suis là. Plus VD moins VF, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance 2R1, le courant I, le courant CI1, qui vaut I, qui entre par D et qui sort par F, donc c'est plus 2R1I.
Ensuite, VF moins VG, c'est la différence de potentiel au bord de R1, qui est traversée elle aussi par le courant I, qui entre par F, qui sort par G, donc c'est plus R1I, plus VG moins VH, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance petit r1, qui est traversée par le courant I du point G au point H, donc c'est plus R1I. Et j'en arrive à la dernière différence de potentiel, VH moins VA, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus du générateur G1. Donc c'est moins E1. C'est bon? Alors j'additionne toutes ces différences de potentiel. Je regroupe les termes en I. Alors les termes en I, il y a petit R2, les termes en R1, ben, il y en a, il y a 6 fois R1 multiplié par I. Une seconde, une seconde. J'ai regroupé donc les termes en R1, il y a 6 fois R1, plus petit R1, plus petit R2, le tout facteur de I, et je vais garder, puisque je cherche E1 et E2, eh bien, je vais garder E1 moins E2 égale à 6 fois R1 plus petit R1 plus petit R2 I. Alors, j'ai pas eu le temps de lire votre question. Pourquoi on n'a pas fait VC moins VJ? Alors, ben vous devriez me répondre à la question vous-même. Pourquoi on n'a pas fait VC moins VJ? Parce qu'on n'a aucune idée de la charge du condensateur C1 et qu'on ne saura pas écrire. Si on devait passer par ce trajet-là, eh bien j'aurais VC moins VJ plus VJ moins VF. Alors VJ moins VF, c'est pas un problème puisque le courant est nul, j'aurai 0. Mais par contre, VC moins VJ, eh bien ne connaissant pas la charge du condensateur C1, eh bien je me rajoute une inconnue supplémentaire. D'accord ou pas? J'avais tout intérêt à passer par cette déviation-là, à passer par le point D plutôt que par le point J, entre les deux points C et F, parce que je connais les résistances, je connais la valeur du courant, donc à chaque fois, ben, je maîtrise tout. Je connais les valeurs des résistances et la valeur du courant, donc je connais chacune des différences de potentiel. Mes deux seuls inconnus dans l'histoire, c'est E1 et E2. Alors que si j'étais passé de ce côté, de rien, si j'étais passé de ce côté, ben, je me serais rajouté une inconnue supplémentaire qui est la charge du condensateur C1. Bon, je vois que vous êtes déjà convaincu, Imen, donc on continue. Alors, j'ai donc la différence entre E1 et E2 qui peut s'écrire sous cette forme. Alors, j'ai deux inconnus et une seule équation. D'accord? Alors, il me manque une deuxième équation pour arriver à trouver E1 et E2 et non pas juste la différence entre E1 et E2. Eh bien, c'est dans l'énoncé. La deuxième équation se trouve dans l'énoncé. On vous dit que E1, c'est 3 fois E2. D'accord? Donc, j'ai juste remplacé ici E1 par 3 fois E2 et j'obtiens une équation à une inconnue qui est 2 fois E1, donc 3E2 moins E2, pardon, ça donne 2 fois E2 égale à 3R. Alors, j'ai remplacé R1, je sais que grand R, c'est 2 fois R1 et que petit r1 égale petit r2 égale à R. Donc, je peux écrire tout le contenu de cette parenthèse en fonction de grand R et de petit r. Donc, ça m'a donné 3 fois grand R plus 2 fois petit RI. Et dans le membre de gauche, eh bien, j'ai E1 moins E2
qui vaut 2 fois E2. Voilà. Alors, ça me donne E2 d'abord, et sachant que E1 est 3 fois E2, eh bien ça me donne aussi E1. Voilà. Donc, j'ai mes deux forces électromotrices. Voilà. C'est assez original. C'est la première fois qu'on procède dans cet ordre, c'est-à-dire que au lieu de vous donner les forces électromotrices et les résistances et de vous demander le courant, et bien ici on vous a donné le courant, les résistances, et on vous a demandé de trouver les forces électromotrices. Je crois que c'est le seul exercice de la série où on a à faire les choses dans cet ordre, avoir le courant et en déduire les forces électromotrices. Voilà. Alors après, on a juste des applications numériques. Donc, connaissant les valeurs des résistances et connaissant la valeur du courant qui passe dans le générateur G1 et dans tout le circuit d'ailleurs, eh bien on a E2, E1, la puissance fournie par le générateur G1, eh bien c'est E1I. La puissance utilisée dans le récepteur, on dit par G2, mais ici G2, on voit bien qu'il se comporte en récepteur, puisqu'il est traversé par le courant de la borne plus à la borne moins, d'accord? Donc il se comporte en récepteur. Et E2 devient sa force contre-électromotrice quand il se comporte en récepteur. Et je vous rappelle que la puissance utilisée dans un récepteur, c'est le produit de la force contre-électromotrice par le courant. Et donc, on a P2 égale E2 multiplié par I. Alors ensuite, petit c, on vous demande la puissance totale dissipée par effet Joule. Alors, on a deux façons de faire. Soit on dit que la puissance fournie par le générateur G1 est égale à la puissance utilisée par le générateur G2 qui se comporte en récepteur plus la puissance dissipée par effet Joule. Donc, cette puissance dissipée par effet Joule, eh bien, c'est la différence entre ce que fournit le générateur G1 et ce que peut utiliser, ce qui va être comme puissance utile, c'est-à-dire de l'énergie qui est transformée en une forme autre que de la chaleur, eh bien, tout ce qui est qui n'est ni la puissance fournie, ni la puissance utilisée sous une forme autre que la chaleur, eh bien, ce qui reste, c'est la puissance qui est perdue sous forme de chaleur. Donc, P3, c'est la différence entre P1 et P2. Maintenant, il y a une autre manière de trouver P3, c'est d'appliquer la loi de Joule et de dire que dans ce circuit, eh bien, on a un ensemble de résistances qui sont toutes traversées par le même courant I. Eh bien, on va faire la somme de toutes ces résistances. Donc, je vais avoir R, j'ai ici R1, alors on a déjà fait cette somme, c'est 3R plus 2 petits r, ça c'est la résistance totale la résistance totale qui est parcourue par le courant I, d'accord? Donc en passant par ce chemin-là, d'accord? Et je multiplie par donc somme des résistances multipliée par le courant au carré, et on trouve évidemment le même résultat. Alors attention, on a déjà traité ce cas de calculer la puissance dissipée dans le circuit. Attention, si vous avez plusieurs courants, il faut dans chaque résistance tenir compte du courant qui traverse la résistance en question. D'accord? Si vous avez trois résistances, une résistance R1 traversée par un courant I1, une autre parcourue par un courant I2 et la troisième par un courant I3, et bien la puissance totale dissipée, ça sera R1 I1 carré plus R2 I2 carré plus R3 I3 carré. Ici,
on a regroupé ça parce que toutes les résistances dans cette configuration-là, hein, quand le condensateur C1 est entièrement chargé et que les interrupteurs K2 et K1 sont fermés, donc dans cette configuration-là, eh bien on a toutes les résistances qui sont traversées par le même courant. Mais attention, c'est pas toujours le cas. On a déjà rencontré des circuits dans lesquels eh bien, les courants qui traversaient les résistances n'étaient pas tous les mêmes. Et quand vous faites la somme de toutes les puissances dissipées dans les résistances du circuit, bien, à chaque fois, regardez bien quel est le courant qui traverse la résistance que vous êtes en train de regarder. D'accord ? Voilà. Alors, bon. Alors ensuite, on vous demande de déterminer la charge Q1 du condensateur C1. Alors, pour avoir la charge Q1 du condensateur C1, eh bien, il faut avoir la différence de potentiel aux bornes du condensateur C1 et connaissant la capacité, vous pouvez en déduire la charge. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va écrire la loi des mailles sur la maille C, J, F, D, C. D'accord? Donc, on va faire le tour de cette petite maille. On y va? Alors, VC moins VJ. Alors, VC moins VJ, c'est la différence entre le potentiel de l'armature chargée positivement et le potentiel de l'armature chargée négativement. Donc, je vais dire que c'est plus Q1 sur C1 plus VJ moins VF. Ce point-là, c'est le point F. Hein. Donc, VJ moins VF, c'est quoi? C'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance grand R. Or, la résistance grand R est traversée par un courant I2 qui est égal à 0. Donc, VJ moins VF, c'est 0. D'accord? Donc, j'ai Q1 sur C1 plus 0. Je continue. VF moins VD. VF moins VD, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance de R1. Attention, elle est traversée par le courant I du point D au point F. Et moi, je cherche VF moins VD. Donc, c'est moins 2R1I. C'est bon? Donc, j'ai un signe moins ici. Moins 2R1I. Plus VD moins VC. Différence de potentiel aux bornes de la résistance 3R1 qui est traversée par le courant I du point C au point D. Mais je cherche VD moins VC. Donc, c'est moins 3R1I. Donc, moins 3R1I. C'est bon? J'ai fini mon contour de la maille. Je suis partie du point C et je suis revenue au point C. Donc, je regroupe les termes et j'ai Q1 sur C1, d'accord, qui est égal, je vais passer les termes en I de l'autre côté, à 5 fois R1, I, et comme R1 c'est la moitié de R, eh bien j'ai 5 demi de RI. C'est bon? Alors, je ne cherche pas la différence de potentiel aux bornes de C1, mais la charge dans le condensateur C1. Donc, j'écris que Q1, c'est C1 multiplié par cette expression. Et j'ai Q1 égale 5 demi de RI C1. Je connais absolument tout. Je connais la valeur de R, je connais le courant, je connais la valeur de la capacité et on trouve 25 microcoulombs. C'est bon? Alors maintenant, on va passer à l'autre partie. C'est quand les interrupteurs K1 et K2 sont ouverts et que l'interrupteur
K3 est fermé. Donc, voici les interrupteurs K1 et K2, d'accord? Et j'ai K3 qui est fermé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tous les éléments qui sont dans la branche où il y a l'interrupteur K1 sont inactifs. D'accord? C'est comme s'ils n'existaient pas. Tous les éléments qui sont dans la branche où il y a K2 sont inactifs aussi. C'est comme s'ils n'existaient pas. C'est bon? C'est-à-dire que ce qui va se passer, la partie du circuit dans laquelle il va se passer des choses, c'est uniquement cette maille-là, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous reliez le condensateur C2 par un ensemble d'éléments de circuit, eh bien, le condensateur C1, eh bien, il va avoir tendance à se décharger. Donc, il y aura une partie de sa charge, ou toute la charge, on verra bien, qui va aller se placer sur les condensateurs C2, C3, C4. Voilà. Alors, on verra ça à la fin. Est-ce qu'il restera de la charge dans C1 ou pas? Alors, question 5, avant d'en arriver à la charge finale des condensateurs. Alors, question 5, calculer la capacité CE du condensateur équivalent à l'association C2, C3, C4. Alors, ce sont des condensateurs en série, d'accord? Donc, je vais avoir 1 sur C équivalent égal à 1 sur C2 plus 1 sur C3 plus 1 sur C4. Alors, chacun des condensateurs, alors C2, C3, C4, c'est des capacités qui sont égales entre elles et qui valent 3C. Donc, je vais avoir 1 sur 3C 3 fois, d'accord? C'est bon? Donc, 1 sur CE égale à 1 sur C. Donc, CE égale à C. Voilà. Donc, pour le condensateur équivalent. Alors, le schéma équivalent, eh bien, le schéma équivalent, je vous en ai parlé, c'est que quand j'ouvre l'interrupteur K1, tous les éléments de cette branche sont inactifs. Alors, les équations qu'on fait, c'est toujours vous parlez de quoi? Est-ce que vous parlez de cette question ou vous parlez de la question précédente? Imen. Quand vous dites donc les équations qu'on fait, c'est toujours seulement selon combien on en a besoin. Vous parlez de quoi? De la question précédente. Ok, j'y reviens. Bon, alors, ça va avec votre question. Pourquoi on n'est pas passé par les points C, J, F au lieu de passer par les points C, D, F. D'accord? C'est pas, c'est-à-dire que la difficulté ici, c'était bon, la question, c'était quoi? C'était de trouver E1 et E2, connaissant les résistances, connaissant toutes les résistances et connaissant le courant qui passe partout, d'accord? Dans cette branche, il n'y avait pas de courant qui passait, d'accord? Donc, si on cherche les deux forces électromotrices, eh bien, on a tout intérêt à les écrire en fonction des résistances et du courant qui passe dans chacune des résistances, d'accord? Donc, en passant par le trajet CDF, eh bien, on s'en est très bien sorti. Alors, vous auriez voulu qu'on passe par le trajet VJF, d'accord?
eh bien, on aurait écrit E2 plus R2I plus Q1 sur C1 qu'on ne connaît pas, d'accord, plus I2 qui vaut 0, donc plus 0, plus R1I plus petit R1I moins E1 égale 0. C'est-à-dire que dans cette équation-là, eh bien, au lieu d'avoir comme seul inconnu E2 et E1, on aurait eu en plus Q1 sur C1. Et à ce moment-là, eh bien, il aurait fallu résoudre c'est-à-dire qu'on serait arrivé au même résultat, mais on aurait anticipé sur la valeur de la charge. C'est-à-dire qu'il aurait fallu rajouter une deuxième équation, d'accord, puisque j'ai ici, j'aurais eu une équation à 3 inconnus qui aurait été E2, E1 et Q1. Alors, je sais que j'ai une deuxième équation qui est E2 égale 3E2, que vous avez dans votre énoncé, mais 2 équations pour 3 inconnus, c'est pas assez. Donc, il aurait fallu que je rajoute une équation supplémentaire dans laquelle il y a une relation entre le courant et cette charge. C'est-à-dire que j'aurais été obligée d'anticiper et d'écrire cette équation au maille, d'accord, et de dire que Q1 sur C1, d'accord, moins 5 fois R1I égale 0. Et à ce moment-là, ben, j'aurais pu éliminer Q1 sur C1 et me retrouver avec le même résultat qu'ici. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, quand on vous demande que les valeurs des forces électromotrices, ne vous compliquez pas la vie à rajouter une inconnue supplémentaire à vos équations qui va juste vous rallonger vos étapes de calcul. Évidemment, on aurait pu le faire de toute façon. On aurait pu se débarrasser de Q1 sur C1 en écrivant que c'est la même chose que 5R1I. D'accord? Mais ça nous aurait rallongé la solution. C'est bon? D'accord. Mais de rien. Alors, vous avez quand même suivi le calcul de la capacité du condensateur équivalent, Iman, pendant que vous réfléchissiez à votre question. Bon, d'accord. Alors, donc, si K1 est ouvert, eh bien, tous les éléments qui sont dans la branche où il y a K1 sont inactifs. Si K2 est ouvert, tous les éléments qui sont dans la branche de K2 sont inactifs. Donc, les seules branches dans lesquelles les éléments ont encore une activité, eh bien, c'est cette maille-là, donc ces deux branches-là. Alors, schéma équivalent, eh bien, ça revient à R. L'interrupteur K3 était ici, hein. Donc, j'ai remplacé C2, C3, C4 par CE. C'est bon? Et de l'autre côté, j'avais R en série avec C1. Alors, ça, c'était pour le schéma équivalent. Maintenant, on vous demande les charges finales de C1 et de CE. Alors, on y va. Alors, on va regarder les deux états d'équilibre, hein. Premier état d'équilibre, c'est juste l'instant où je ferme l'interrupteur K3. D'accord? Quand je ferme l'interrupteur K3, eh bien, les condensateurs C2, C3, C4, ils étaient initialement déchargés. Donc, juste au moment où je ferme l'interrupteur, ils n'ont toujours pas de charge. D'accord? Par contre, C1 était complètement chargé. Il avait la charge Q1. C'est bon? On a calculé tout à l'heure.
Alors, donc, à l'état d'équilibre initial, eh bien, j'ai C1 qui est chargé, qui a une charge Q1, qui vaut 25 microcoulombs, et le condensateur équivalent à C2, C3, C4 a une charge qui est nulle. Alors, l'état d'équilibre final. L'état d'équilibre final, c'est quand il n'y a plus aucune charge qui se déplace. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Entre les deux, eh bien, il y a eu un courant qui est passé dans ce sens, qui a fait que le condensateur C1 va se décharger dans le condensateur C2, d'accord? Et à l'état d'équilibre final, eh bien, il n'y a plus aucune nouvelle charge qui quitte C1 pour aller sur CE, donc il n'y a plus le moyen de transporter ces charges. Ça veut dire qu'il n'y a plus de courant dans le circuit. D'accord? Donc, ici, ben, j'appelle ce courant final I'(D). D. Alors, j'ai mis l'indice D pour dire courant de décharge. À T égale 0, ben, il existe ce courant. Par contre, à l'état d'équilibre final, eh bien, il n'y a plus de courant dans le circuit puisque plus aucune nouvelle charge ne quitte C1 pour aller sur CE. Alors, à ce moment-là, à l'état d'équilibre final, eh bien, je vais donner un nom à chacune des charges. Sur C1, il y a Q1', sur C2, il y a QE', d'accord? Et il n'y a plus de courant qui circule. Alors, qu'est-ce que j'ai de commun entre ces deux situations, entre l'état d'équilibre initial et l'état d'équilibre final? Eh bien, ce que j'ai de commun, c'est que la charge, elle a été conservée parce que je n'ai pas ajouté de la charge de l'extérieur, je n'ai pas pris de la charge vers l'extérieur. D'accord? Donc, je vais écrire la conservation de la charge. Charge à l'état d'équilibre initial égale à la charge à l'état d'équilibre final. Donc, Q1 plus 0 égale à Q1' plus QE'. D'accord? Donc, déjà, je connais la somme des deux charges finales des deux condensateurs C1 et CE. C'est bon? Alors, loi, maintenant, bah, il faut que je trouve pas juste la somme des charges, mais que je trouve chacune des charges. Et bien, pour avoir chacune des charges, ben, j'écris la loi des mailles. D'accord? J'écris que le long de la maille A, B, D, F, A, eh bien, la variation du potentiel est nulle. D'accord? Alors, on y va. On a VA moins VB. C'est bon? C'est la différence de potentiel au bord de R qui n'est pas traversée par un courant, puisque le courant à l'équilibre, une fois que plus aucune charge ne se déplace, eh bien, le courant est nul. Donc, la différence de potentiel VA moins VB, c'est 0. C'est bon? VB moins VD, c'est la différence de potentiel borne du condensateur CE, donc c'est QE' sur CE. Ensuite, VD moins VF, c'est la différence de potentiel aux bornes de R, qui n'est traversée par aucun courant, donc c'est 0. Et VF moins VA, qui est la différence de potentiel entre, alors c'est la différence entre le potentiel de l'armature négative et le potentiel de l'armature positive de C1. Alors, j'ai VA moins VF qui est égal à Q1' sur C1, mais VF moins VA, c'est moins Q1' sur C1. C'est bon? Voilà donc ma loi des mailles à l'état d'équilibre final. Donc, VA moins VB plus VB moins VD plus VD moins VF plus VF moins VA égale 0. Donc, VA moins VB, c'est 0 parce que le courant est nul.
VB moins VD, c'est QE' sur CE. VD moins VF, c'est 0 parce que le courant est nul. C'est la différence de potentiel aux bornes de cette résistance-là. Et VF moins VA, c'est moins Q1' sur C1. Et donc, j'ai, si je fais passer, non, eh ben non, elle n'est pas égale à 0. Non, parce que elle n'est pas égale à 0 parce que à partir du moment où, où j'ai la différence de potentiel entre aux bornes du condensateur C1 et aux bornes du condensateur CE qui sont égales, d'accord? Je vais avoir VA moins VF égale à VB moins VD, puisqu'il n'y a pas de différence de potentiel aux bornes de résistance. C'est bon? Eh bien, à partir du moment où les deux différences de potentiel sont égales, il n'y a plus de circulation de charge. Il n'y a plus de courant dans le circuit. Et donc, il reste de la charge sur le condensateur C1. Voilà. Alors, d'accord. Alors, Q1' sur C1 égale à QE' sur C2. Ça vient de là, hein. Je vais passer le Q1' sur C1 à droite. Alors, je fais la même, j'applique la même règle, la même loi concernant les fractions que tout à l'heure. C'est-à-dire que si j'ai l'égalité entre ces deux fractions, j'ai aussi l'égalité avec la fraction qui a pour numérateur la somme des numérateurs et pour dénominateur la somme des dénominateurs. Or, Q1' plus QE', eh bien, c'est des charges qui proviennent de la charge qu'il y avait initialement sur C1. D'accord? J'avais écrit la conservation de la charge. Donc, Q1' sur C1 égale à Q1 sur C1 plus CE. QE' sur CE est aussi égal à Q1 sur C1 plus CE. Donc, j'obtiens, en faisant passer C1 au numéro, dans le membre de droite, eh bien, j'ai Q1' égale à C1 sur C1 plus CE Q1 et QE', donc je prends QE' sur CE égale à Q1 sur C1 plus CE, je fais passer CE ici et j'obtiens cette équation. Alors, sachant que CE égale C1 égale C, eh bien, je vais avoir C sur 2C, donc 1 demi. Q1' égale QE' égale 1 demi de Q1. Q1, on avait trouvé 25 microcoulombs. Voilà, c'est fini. Si vous avez des questions, ben, je peux y répondre. Sinon, j'arrête l'enregistrement. Est-ce qu'il y a une question qui mérite de figurer dans l'enregistrement? Vous me dites, sinon j'arrête. C'est bon? Bon, ben j'arrête alors.